Bonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. On vient juste de parler des différents types de corrélations entre deux variables, soit négatives, où les deux variables vont dans le sens inverse l'une de l'autre, ou positives, où elles vont dans le même sens l'une que l'autre, soit elles descendent toutes les deux, ou elles montent toutes les deux, et nulles, où il n'y a pas de relation. Et j'avais terminé en vous disant que la corrélation, ou la relation des variables, si elle existe, euh, peut nous permettre de faire de la prédiction. Donc, l'idée est que si vous avez bien étudié la relation entre deux variables, puis vous l'avez fait plusieurs fois dans différents projets, dans différentes populations, puis c'est clair qu'il y a toujours un lien positif entre telle variable et telle autre variable, mais techniquement, vous pourriez commencer à prédire à quel niveau une personne va être à une des variables, simplement en sachant quelque chose à propos de quel niveau la personne est sur l'autre variable. Parce que vous savez que ces deux variables-là ont tendance à bouger ensemble d'une manière que vous connaissez maintenant, qui serait soit positive ou négative. Donc, certaines affirmations d'association ou certaines recherches corrélationnelles sont utiles parce qu'elles peuvent nous permettre de faire des prédictions avec des corrélations positives ou négatives, il devrait y avoir un accent aigu à négative, on est en mesure de deviner ou prédire le niveau d'une variable si on connaît le niveau de l'autre variable. Donc, dans l'exemple précédent avec le montant de gratitude exprimé chez un couple, imaginons que ça serait très bien compris en psychologie, on savait vraiment, très bien documenté, que plus un couple exprime de la gratitude, en fait que les couples le plus expérimentés expriment plus de gratitude et les couples plus nouveaux expriment moins de gratitude, ben, on pourrait prédire, si on prend un couple au hasard comme ça, puis on remarque que les deux personnes à l'intérieur du couple expriment beaucoup de gratitude, on pourrait prédire les chances qu'ils soient un couple expérimenté, qu'ils soient un couple que ça fait depuis longtemps qu'ils sont en couple. Okay? C'est ça que je veux dire. C'est important de comprendre que par prédire, je ne veux pas nécessairement dire prédire ce qui va arriver dans le futur. Okay? C'est pas ça que je veux dire par prédiction. Par prédire, ce que je veux dire, c'est deviner quels sont les niveaux d'une variable si j'ai les niveaux de l'autre variable. C'est ça que je veux dire. Ça peut parfois vouloir dire dans le futur, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, s'il y a une bonne relation qui est bien documentée entre le montant de gratitude exprimée et ça fait combien de temps que des gens sont en couple, et que tu me donnes un couple que ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, je peux prédire, avec un certain niveau d'erreur évidemment, là, je peux prédire qu'il y a des bonnes chances qu'ils expriment beaucoup de gratitude. Parce que je sais qu'il y a une relation positive qui est forte, par exemple. Puis on va reparler de cette corrélation-là, parce que la force de la prédiction va dépendre de la force de leur relation. Parce que tu peux avoir une relation positive, mais qui est peu forte, moyennement forte, très forte. On va reparler de ça plus tard. Si on sait, on avait un autre exemple où est-ce qu'on avait vu une relation négative. Plus quelqu'un passe de temps sur les médias sociaux, moins il est bon à reconnaître les émotions d'autrui. Okay? Ben, si on sait si on prend une personne au hasard, si c'était bien documenté, puis bien compris, puis assez stable comme relation dans plusieurs études, pour qu'on se dise, ouais, scientifiquement, il y a vraiment quelque chose là, puis que tu me donnais au hasard quelqu'un qui passe énormément de temps sur les médias sociaux, ben, je pourrais te dire qu'il y a probablement des bonnes chances qu'il soit moins bon à reconnaître les émotions d'autrui. Ou si tu me donnes quelqu'un qui passait très peu de temps chez les médias sociaux, je te dirais qu'il y a des bonnes chances qu'il soit meilleur à reconnaître les émotions d'autrui que quelqu'un qui passe plus de temps. C'est simplement ça. C'est pas une prédiction genre dans 5 ans, il y aura telle affaire qui va arriver. Là. C'est vraiment, si je sais quelque chose à propos d'une variable, je peux-tu prédire les niveaux de l'autre variable dans le moment. Mais c'est rudement utile parce que si on sait qu'il y a une corrélation entre deux variables qui est assez forte et qu'une variable est difficile à mesurer, mais l'autre est plus facile à mesurer, je peux simplement mesurer la plus facile pour avoir de l'information sur la plus difficile à mesurer parce que la corrélation est très très forte entre les deux. Et donc ça peut me permettre de mettre des probabilités sur les chances que quelqu'un, par exemple, commette un certain crime. Quelles sont les chances que quelqu'un va commettre un certain crime? Bien, ça dépend de plusieurs variables qui sont corrélées avec la criminalité, par exemple. Si je peux mesurer ces variables-là chez quelqu'un, je peux avoir une certaine prédiction des risques qu'il commette un crime.
sans jamais aller avoir mesuré s'il a commis un crime. Parce qu'évidemment, je ne veux pas qu'il commette un crime. Je veux essayer d'intervenir avant qu'il commette un crime. Okay? Donc, c'est très important en psychologie, cette capacité à prédire quelque chose à partir d'autres variables qui sont plus faciles à mesurer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est extrêmement utile. Comme je l'ai dit, ces prédictions-là seront-elles parfaites? Non, jamais de la vie. Il y aura toujours une marge d'erreur quelconque. Okay? Tu sais, on pourrait théoriquement faire une recherche où la prédiction serait parfaite, mais ça serait absolument inutile. Comme par exemple, si je connais votre poids en kilogrammes, si je prends deux variables, votre poids en kilogrammes et votre poids en livres, et techniquement c'est la même variable, mais je la mesure de deux différentes manières. Ben, si je connais votre poids en livres, je peux prédire votre poids en kilogrammes. Mais c'est pas utile, c'est absolument inutile. Puis on pourrait dire que c'est la même variable. Il y en a qui sont très fortement corrélés où la prédiction est très très forte, mais quand même pas parfaite. Comme par exemple la taille de pied et la grandeur. Okay? Les gens qui ont des pieds qui sont minuscules, ben, ils ont tendance à être plus petits, puis en termes de la grandeur de leur corps. Là. Puis les gens qui ont des très, très grands pieds ont tendance à être plus grands. Très grands. Puis il y a une forte corrélation entre les deux, puis généralement on peut prédire assez bien. Mais quand même pas parfaitement, parce qu'il y a quand même des personnes petites avec des grands pieds, puis des grandes personnes avec des petits pieds. Okay? Donc, puis ça c'est un exemple stupide, là, quand on rentre dans des choses plus difficiles, comme la probabilité que vous allez passer à l'acte au suicide, ou la probabilité que vous allez réussir dans tel domaine par rapport à certaines variables, ou les chances que vous alliez passer tel test, c'est beaucoup plus compliqué. Puis il va toujours y avoir des erreurs. Mais l'idée, c'est que il est mieux de prédire avec des erreurs que de ne juste pas prédire du tout. Hein? Donc, plus l'association est forte entre deux variables, meilleure sera la prédiction. Et ça, on va reparler de ce que ça veut dire, plus l'association est forte. Et par ça, je ne veux pas dire, ne comprenez pas que positif, ça veut dire forte, puis négatif, ça veut dire faible. Ce n'est pas du tout le cas. Tu as des relations positives fortes, moyennes, faibles. Des relations négatives fortes, moyennes, faibles. Et des relations nulles, ben c'est évidemment une relation qui est tellement faible qu'elle est nulle, elle est non existante. Donc, plus l'association est forte entre deux variables, soit positive ou négative, meilleure sera la prédiction. Plus l'association est faible, plus la prédiction va avoir des erreurs, des chances qu'on se trompe. Mais même si la corrélation entre deux variables est faible, on est en meilleure... c'est pas bien écrit meilleur, mais trop tard pour recommencer. On est en meilleure position pour faire une prédiction que si on connaissait rien à propos de l'association entre les deux variables. Donc, je redis ça. Même si vous basez votre prédiction sur une relation faible, oui, il y a des chances de faire des erreurs, mais vous êtes en meilleure position pour faire une prédiction que si vous ne connaissez rien à propos de l'association entre les deux variables. Et évidemment, la corrélation nulle ne permet pas de faire de prédictions, évidemment. Et donc, dans notre exemple de tantôt, si je sais quelque chose à propos du taux d'obésité d'un enfant particulier, ben pas du taux, mais du niveau, du poids d'un enfant particulier, par exemple, je ne peux rien dire à propos de l'heure à laquelle il soupe. Ou si je prends un enfant aléatoirement, puis vous me dites, cet enfant-là, il soupe à 8 heures le soir, généralement, puis vous ne me montrez pas l'enfant, puis vous me demandez de prédire son poids, je peux rien prédire. Parce qu'il n'y avait pas de relation vraiment entre les deux. Alors, la prédiction est faite à partir d'une relation entre deux variables, mais on ne parle toujours pas de causalité. Là, on va rentrer dans le troisième type d'affirmation, l'affirmation de causalité. Okay? Alors qu'une affirmation d'association note simplement une relation entre deux variables, l'affirmation de causalité ou une recherche qui tente de déterminer la causalité, elle va plus loin. Elle prétend non seulement qu'il y a une relation entre deux variables, relation positive ou négative,
Ok? Mais en plus, qu'une des variables est responsable pour le changement dans l'autre. Ça veut dire qu'une des variables cause le changement dans l'autre. Okay? Tantôt, on n'était pas en train de dire que plus un couple est âgé, plus ça cause qu'ils deviennent plus... qu'ils ressentent plus de gratitude pour l'un l'autre. Okay? Ou on n'était pas en train de dire que plus un couple exprime la gratitude l'un l'autre, plus ça cause qu'il dure plus longtemps en tant que couple. On n'était pas en train de dire ça. On était juste en train de dire qu'il y avait un lien entre les deux. Dans une affirmation de causalité, là, on présuppose un lien causal entre les deux. Donc, vous allez voir dans des études, dans des articles, dans des revues, sur des sites web, on va parler de mots comme, on va dire par exemple que la variable A influence, impacte, augmente, affecte, change, ou d'autres mots, la variable B. C'est ça, c'est des mots causaux. Par contraste, dans une affirmation de corrélation, celle de tantôt, on va dire que la variable A est associée à la variable B, est reliée à la variable B, est corrélée à la variable B, prédit la variable B, ou peut-être même change, mais je devrais peut-être pas dire change avec, pas change, mais change avec la variable B. T'sais? Ça, c'est plutôt corrélation, mais causal, c'est la variable A influence, impacte, augmente, affecte ou change. Un des problèmes qui est intéressant en revenant au journalisme scientifique, c'est que les verbes causaux comme influence, impact, augmente, affecte, change sont souvent plus actifs et plus excitants en termes d'écriture et de lecture que des verbes comme est associé à, est relié à, est corrélé à, et ainsi de suite. Et ça fait que les journalistes scientifiques vont souvent utiliser des mots causaux comme influence, impact, augmente, affecte, change pour décrire une association entre deux variables, alors que la recherche dont ils sont en train de parler était une recherche corrélatoire seulement. Oups, je viens de voir affirmation ici, ça devrait être affirmation. Il y a tellement d'erreurs, mais je suis désolé. Je ne peux pas recommencer. Ça serait trop de temps perdu. Et on se comprend. J'espère juste que vous ne m'en tiendrez pas rigueur dans le futur. Et donc, c'est ça. C'est qu'il y a une tendance chez les journalistes scientifiques et chez les gens en général de prendre une étude qui est corrélationnelle, qui ne fait que montrer la relation entre deux variables, et de la décrire comme si l'étude était en train de dire qu'une variable cause un changement dans l'autre. Et ça, c'est un problème, évidemment. Alors, un exemple d'une affirmation de causalité, si vous avez une recherche qui dit que prendre des cours de musique, comparativement à prendre des cours de dessin, augmente le QI de 12 points chez des enfants entre 9 et 10 ans, ou quelque chose comme ça. Et là, ici, non seulement on a remarqué une relation entre les deux variables, plus tu prends des cours de musique, plus ça augmente, comparativement à ne pas en prendre, plus ça augmente ton QI, mais on va plus loin que juste dire qu'il y a une relation, on dit qu'il y a une relation causale, c'est le fait d'avoir pris les cours de musique qui a augmenté le QI. Et pourquoi? Parce qu'on l'a contrasté à un autre niveau où est-ce qu'on ne prenait pas des cours de musique, on prenait des cours de dessin à la place. Les recherches qui examinent la causalité sont de loin les plus valorisées. Et une recherche corrélatoire, c'est bien, c'est super, c'est très important, mais une recherche causale, c'est beaucoup plus hot ou sexy en termes de publication, disons. C'est plus valorisé. Et pourquoi? Parce que c'est plus dur. C'est relativement simple de faire une recherche corrélationnelle. Relativement, là. Tout ce que vous avez besoin, c'est des participants, puis vous leur faisiez soit faire des tâches, ou très souvent, c'est sur papier. Vous leur faisiez remplir le questionnaire A, puis le questionnaire B, puis là, vous voyez s'il y a des différences entre A et B. Une relation entre A et B. Une recherche causale est un peu plus difficile. Il faut souvent faire venir les gens au laboratoire, il faut les mettre dans différents groupes, il faut les associer à une condition, leur faire une tâche, etc. etc. Donc, c'est juste un niveau de recherche plus élevé en termes de travail, bien que les recherches corrélatoires ne sont pas inutiles. Là. C'est très important aussi. Mais les recherches causales ont plusieurs critères qu'elles doivent respecter. En fait, on peut voir ça comme 3 critères qui doivent être
qui doivent être respectés pour établir la causalité, pour affirmer qu'il y a vraiment un lien causal entre la variable A et la variable B. Il faut premièrement qu'il y ait une corrélation entre les deux variables, soit positive ou négative. Right? Si plus je prends des cours de musique, plus ça augmente mon quotient intellectuel, ben, ça présuppose qu'il y a une relation entre les deux variables, positive dans ce cas-ci. Okay? Plus je fais de l'exercice, plus ça fait diminuer mon poids. Ben, c'est une corrélation négative, mais et dans ce cas-ci, on sait que c'est causal. Mais donc, il faut d'abord qu'une recherche causale vous montre qu'il y a une corrélation entre les deux variables, évidemment. Elle ne peut pas être non nulle. Elle ne peut pas être nulle. Mais deuxièmement, il faut que ça aille plus loin que ça. C'est qu'on doit démontrer que la variable qui cause l'autre, qui cause des changements dans l'autre, elle est venue avant l'autre en termes de temps. Ça veut dire qu'il faut que je démontre que l'exercice physique que j'ai fait, il est venu avant dans le temps ma perte de poids. Okay? Ou bien les cours de musique que j'ai pris sont venus avant dans le temps, avant mon gain dans mon quotient intellectuel. Okay? Dans une recherche corrélatoire, il n'y a pas ça. Vous mesurez au même moment les deux variables. Dans une recherche causale, une question de temps est importante. Si j'ai perdu du poids avant de faire mon exercice, ben, vous ne pouvez pas dire que c'est l'exercice qui a causé ma perte de poids, évidemment. Et troisièmement, ce qui est très important, puis on va reparler de tout ça, c'est qu'on doit démontrer qu'il n'y a aucune autre explication alternative qui est possible pour expliquer le changement dans la variable B. Si je dis, si je prends mon étude qui suggère que plus je prends des cours de musique, plus ça augmente mon quotient intellectuel, ben, non seulement il faut que je démontre qu'il y a une relation positive entre les deux, mais en plus je dois démontrer que j'ai pris des cours de musique avant que mon quotient intellectuel augmente, hein? Et donc que mon quotient intellectuel était haut avant que je prenne des cours de musique. Et troisièmement, je dois essayer de contrôler les choses le plus possible pour m'assurer qu'il n'y a pas une autre explication possible. Pour m'assurer que c'est pas d'autre chose que la musique spécifiquement qui fait que j'augmente mon quotient intellectuel. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais ça pourrait être, voici ce qu'on pourrait observer. On pourrait observer une étude qui a démontré que plus je prends des cours de musique, plus ça augmente mon quotient intellectuel. Puis on pourrait dire, mais c'est peut-être pas à cause de la musique, c'est peut-être juste le fait de faire une activité quelconque. Donc là, ce que ça me prend, c'est que ça me prend un groupe contrôle que je leur fais faire une autre activité, comme par exemple le dessin. Puis là, je vois, oh regarde, ça n'a pas fonctionné avec les gens qui prenaient des cours de dessin, juste les gens qui prenaient des cours de musique. Donc ça élimine l'explication alternative que ce gain-là de QI est dû simplement au fait de faire de l'activité quelconque. Il y a quelque chose à propos de la musique spécifique. Donc, ça, c'est un critère pour établir la causalité. Il faut s'assurer qu'aucune autre explication alternative n'est possible pour expliquer le changement, pour expliquer la cause, l'influence que A a sur B. On se laisse là-dessus. Je vous retrouve plus tard. Ciao.